Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de ces signes de fragilité qui s'accumulent sur les marchés boursiers en cette fin d'année. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Thuin, alors on a évidemment une année qui est très bonne sur les marchés, il n'y a pas de doute là-dessus. On a des hausses à deux chiffres, quasiment 20% pour le CAC 40. Mais selon vous, tous ces facteurs qui ont porté les marchés, peut-être aujourd'hui ont atteint une espèce de point d'inflexion? Et oui, si on les prend un par un, ces grands facteurs économiques que sont la croissance, les résultats des entreprises, la politique monétaire et les politiques fiscales, qui ont été vraiment porteuses pour l'économie jusqu'à présent, sont en train de pivoter. Elles le sont toujours, mais elles le sont moins. Les chiffres sont toujours bons, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, mais on a atteint un point d'inflexion, on a atteint un pivot et la direction de ces indicateurs est en train de changer. La dérivée seconde s'annule, comme on a appris ça en mathématiques. Exactement. À l'école. Et ça, c'est important. Les marchés regardent beaucoup, tout autant, dirons-nous, la valeur absolue de ces indicateurs que leur direction, le sens du vent. Et donc peut-être que 2022, de ce point de vue-là, sera l'année un petit peu de l'atterrissage, l'année de la décélération, et avec un potentiel pour avoir des répercussions sur le marché. Donc cette idée qu'on est peut-être en phase de transition, c'est vrai qu'on a une performance boursière quasiment one way toute l'année, enfin jusqu'au début de l'automne, ça montait un peu en ligne droite. Il y a aujourd'hui cette phase d'entre-deux, au milieu du gué, entre guillemets, de transition. On est dans une phase de transition, je pense que vous avez raison. On a clairement des incertitudes sur le marché, des questions qui se posent, qui vont devoir trouver réponse pour que le marché puisse reprendre sa marche en avant. Peut-être qu'on peut en citer quelques-uns. En même temps, il faut vivre tout le temps avec les incertitudes. On sait que sur les marchés, il y a toujours des incertitudes. Toujours les incertitudes, c'est certain. Mais peut-être que si on compare à l'année dernière, à la même époque, les incertitudes sont plus nombreuses et beaucoup de questions se posent aujourd'hui. On va regarder par exemple la Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine? On se fait tous les ans la Chine. On se pose la question quand même assez souvent la Chine. Oui, mais les questions cette année sont plus aiguës, plus urgentes. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché de l'immobilier chinois qui est en crise systémique? On rappelle que c'est 25% du PIB chinois, l'immobilier. Ça semble être piloté en tout cas. C'est piloté d'une main légère pour l'instant. On sent quand même que le gouvernement laisse un petit peu le marché s'apurer de lui-même, la dette un petit peu s'apurer, les défauts commencent à s'accumuler. Donc ça pourrait avoir une répercussion économique sur la croissance chinoise et donc sur la croissance mondiale. Question probablement pour les mois qui viennent. Une autre question évidemment, c'est ce qui se passe aux États-Unis, les politiques budgétaires, de relance, le vote du budget pour l'année prochaine, cette notion aussi de plafond limite de dette, de debt ceiling, qui doivent être votés dans les jours qui viennent. Ça aussi, c'est une incertitude qui pèse un petit peu. Et puis deux grands facteurs de marché incontournables aujourd'hui, l'inflation d'une part, et des discours ont eu lieu récemment, et la contagion potentielle du Covid sur les mois hivernaux qui deviennent effectivement des sujets d'actualité. Ouais, sur l'actualité, on est en plein dedans, là, sur la Fed et l'inflation. Il faut en parler évidemment parce qu'il professe quand même Jérôme Powell depuis le début de l'année, à l'image d'autres d'ailleurs, Christine Lagarde aussi en Europe et même Bruno Le Maire en France, en ministre de l'économie, en disant que cette inflation est temporaire. Et là, boum, quand même, coup de bambou. Revirement à 180 degrés pour le président de la Fed qui nous dit on va arrêter de parler d'inflation temporaire. On vire le mot temporaire. Et il dit même le tapering, qui a été initié ce mois-ci, pourrait s'accélérer. Il y a un virement sémantique, très clairement. Après des mois à nous avoir expliqué que cette inflation était transitoire, due à des effets de base, due à des problématiques de chaîne d'approvisionnement qui étaient temporaires. L'énergie. On sent que tout d'un coup, le discours change. Alors, ce n'est pas nécessairement une surprise. Ça faisait plusieurs semaines qu'on avait des signaux avant-coureurs. Maintenant, ça a été formulé très clairement. Et aujourd'hui, on le sait, l'inflation sera probablement là pour rester en 2022 et peut-être après. Et la Fed, la BCE vont agir en conséquence. La Fed dit second semestre 2022, l'inflation redescend vers des niveaux plus acceptables. On va voir, ils repoussent la date tous les mois. Pour nous dire le contraire dans 6 mois. Voilà. Mais en tout cas, on aura des mois d'inflation devant nous, c'est sûr. Peut-être que là, la vraie nouveauté, peut-être, sur les discours récents, c'est cette idée aussi que la Fed, et on va voir probablement la BCE, n'ont plus nécessairement la volonté d'agir vite et fort pour maintenir la croissance, en particulier en ces temps d'incertitude autour du Covid. Historiquement, ces 2 dernières années, ça a été le cas systématiquement. Dès qu'on avait une reprise des cas, dès qu'on avait des nouveaux variants, les banques centrales tapaient très fort pour soutenir les économies. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas.
les banques centrales restent sur leur trajectoire de resserrement. Les banques centrales ont les yeux fixés sur l'inflation. Parce qu'en même temps, il y a 18 mois, l'inflation était à 0. Elles sont aujourd'hui les mains beaucoup plus liées, leurs marges de manœuvre sont beaucoup plus faibles, avec un environnement inflationniste qui est à 3, 4, 5, 6, plutôt qu'à 0, 1, 2. Tout à fait. L'urgence a augmenté significativement et ça reste le mandat numéro 1 des banques centrales aujourd'hui, contenir l'inflation. Donc, un resserrement qui va s'accélérer, des annonces probablement dès mi-décembre côté Fed et des remontées des taux qui devraient aussi, elles aussi, être avancées probablement dès cet été. On a derrière cette jolie façade de hausse des marchés dont on se satisfait, très beau millésime, des valorisations qui sont tendues, ça on le répète quand même assez régulièrement. Vous avez noté des signes de stress qui s'accumulent. Ça ne veut pas dire qu'il y a un drame qui nous attend, il n'y a pas le feu au lac, mais voilà. Il y a des signes de stress, effectivement. Il y a probablement un paradoxe entre la façade qui est clinquante, on est sur des marchés très élevés qui restent très proches des plus hauts historiques d'une part, et derrière la façade, ces petits signes de stress qui s'accumulent depuis plusieurs semaines d'ailleurs, hein, ça ne date pas du variant Omicron. On est depuis plusieurs semaines sur certains marchés avec du stress qui augmente. Donc on peut en citer, on va parler de la volatilité des taux, qui est un indicateur des taux d'intérêt, absolument, qui est, on va dire l'équivalent du VIX, mais sur les taux d'intérêt, qui est traditionnellement un indicateur avancé de la performance du marché obligataire historiquement. Et cette volatilité, elle augmente depuis plusieurs semaines maintenant. Elle est sur une voie d'augmentation continue. On va parler des spreads à yield, qui eux commencent l'écart de taux d'intérêt. L'écart de taux, la prime de risque sur le marché du crédit, qui elle aussi depuis plusieurs semaines est en train de pivoter vers un élargissement qui là encore est traditionnellement un signe annonciateur de stress. Après certains y verront peut-être aussi, Raphaël, une forme de repricing du risque, ce qui n'est pas de mauvais augure non plus. On a reproché aujourd'hui aux investisseurs pendant longtemps de ne plus discriminer les actifs en fonction de leur risque, puisque les taux d'intérêt étaient aussi bas. Peut-être aussi un retour à la normale souhaitable. Un retour à la normale, probablement, c'est ça. Des valorisations qui restent très élevées aujourd'hui. Et probablement, en cette fin d'année, on sent que le risque est en train de sortir du marché, que certains investisseurs prennent profit, attendent davantage de certitude sur les différents points qu'on a mentionnés avant. Et à un moment où les valorisations sont élevées, les marges d'erreur sont très faibles. Donc effectivement, ça fait sens et c'est quelque chose qu'on commence à voir à travers plusieurs marchés. Dans les signaux avant-coureurs, donc, volatilité, variabilité des taux d'intérêt. Oui, il y a autre chose qu'on regarde avec intérêt parce que ça a été un marqueur commun de différentes crises dans le passé ou de différentes corrections, dirons-nous. C'est ce qu'on pourrait appeler la tuyauterie des marchés en termes de transmission de la liquidité. Donc on va parler On parle de plomberie, on va la rajouter. Voilà. Plomberie financière. Alors, exactement. Parlons plomberie. On va parler des fonds monétaires, par exemple, qui sont ces fonds qu'on utilise pour placer les liquidités à très court terme. On va parler du marché souverain, de la dette souveraine, mais encore une fois très court terme, où on constate qu'il y a des tensions sur la liquidité, sur les coûts de transaction, les bid-offer, et que ces signes de tension, traditionnellement, sont mauvais signes pour le marché. Alors, ça ne veut pas dire que nécessairement on va s'écrouler comme un château de cartes, mais c'est des signes L'écart entre l'offre et la demande, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas assez de gens qui veulent acheter le papier quand les émetteurs viennent chercher des fonds? Voilà, on voit des acteurs se retirer, on voit les acteurs qui traditionnellement sont là pour apporter de la liquidité qui se retirent du marché, et donc ça crée du stress parce que tout d'un coup, les coûts de transaction pour acheter ou vendre du papier sur ce type de marché sont en train d'augmenter. Donc ça prouve la frilosité C'est un signe supplémentaire. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le catastrophisme, mais clairement, avec des marchés chers et des signes de stress qui s'accumulent, on a envie d'être prudent, on a envie de faire baisser les expositions, de garder un petit peu de liquidité sur le côté pour pouvoir redéployer et prendre aussi parti de cette dispersion qu'on observe sur les marchés aujourd'hui, cette idée qu'il y a de grands écarts de rendement, de performance, de valorisation entre les différentes classes d'actifs ou à l'intérieur même des classes d'actifs, et que la sélection de valeurs doit pouvoir permettre de générer de la performance. Tout ça avec évidemment l'épée de Damoclès de la crise sanitaire
et de l'efficacité des vaccins sur ce variant Omicron. Et c'est vrai qu'on a des propos contradictoires entre Stéphane Bancel, patron Moderna, ou Pfizer, BioNTech, qui ne disent pas tout à fait la même chose sur l'efficacité des vaccins. Donc on reste dans cette incertitude-là aussi. Mais bon. Très grande incertitude, et d'ailleurs les marchés aujourd'hui sont volatiles. On l'a vu sur les sessions précédentes. La moindre rumeur, la moindre nouvelle sur ces vaccins va faire bouger les marchés. Sur ces vaccins, il va nous falloir 3 réponses à 3 questions précises. Aujourd'hui, on ne les a pas, on n'a pas de données. Quelle est la transmissibilité du vaccin? Est-il très contagieux? Il semblerait que oui. Attendons confirmation. Pas du vaccin, mais du... Pardon, du virus, du virus. Évidemment, pardon. Ensuite, par ailleurs, quelle est la proportion de formes sévères que ce virus génère? Il semblerait que ce soit raisonnable, mais attendons de voir. Et enfin, dernière question, quelle est l'efficacité des vaccins contre ce variant? Là encore, il va nous falloir quelques semaines pour pouvoir confirmer. Voilà, on voulait vous parler de ces signes de fragilité qui n'augurent rien. Encore une fois, on n'est pas là, on n'est pas dans le scénario catastrophe, mais qui montrent qu'il y a des signaux de craquement et donc il faut redoubler de prudence dans cette fin d'année. C'est ça le message. Prudence, c'est le maître mot. Merci Raphaël. Raphaël Thuin donc, et Valeurs Ajoutées revient bien sûr la semaine prochaine sur Boursorama.